C'est un réel plaisir de se retrouver avec vous, le téléspectateur. Merci et surtout bienvenue dans ce grand magazine. Ça fait débat, oui, des sujets d'actualité qui font débat ces derniers 48 heures, notamment la dernière sortie médiatique de l'ancien ministre de Défense Nicolas Kazadi, oui, sur la gestion des finances en République démocratique du Congo. Eh bien, aujourd'hui encore, on va revenir sur cette thématique. Que comprendre de toutes ces révélations? Est-ce une coïncidence avec le départ de Jules Alinguete à la tête de l'IGF? Et justement, après ce départ, quelle crédibilité accorder aujourd'hui à l'IGF? Deux grandes thématiques que nous allons évoquer aujourd'hui sur ce plateau avec des invités, pas les moindres. Monsieur Jean Mwango, analyste indépendant et un habitué de ce plateau. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, bonjour. Également, monsieur Donald Kabassé, cadre au sein de l'UDPS, maître avocat, également expert dans le secteur minier. Bonjour et bienvenue également. Merci, madame. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir. On va également joindre à ce plateau une dame, madame Angèle Condé, qui est juriste, qui sera de nôtre, mais également monsieur Olivier Sambaï, enseignant à l'université, mais également président du cercle axiologique. Nous ouvrons le débat. C'est vrai qu'on a évoqué tout au début de cette semaine cette question liée à la gestion des finances en République démocratique du Congo. Si hier, l'on pointait également du doigt l'ancien ministre des Finances, il est sorti de son silence, évidemment, pour évoquer des grands dossiers, surtout des grandes révélations. On va le dire, c'est quand même grave venant d'un ancien ministre. Oui, bien sûr, c'est très grave. C'est très grave quand un ancien argentier national se permet effectivement de dire des choses qu'il ne disait pas quand il était ministre des Finances. C'est des révélations qui n'ont pour objectif que, on va dire, par moments révolter la population, parce que cette population, elle vit dans la misère. Les enseignants ont besoin d'être payés, les fonctionnaires même. Nous avons la guerre et pendant ce moment, le pays a beaucoup plus de ressources. Vous comprenez qu'il y a tout ça et c'est pendant ce moment-là que M. Nicolas Kazadi choisit pour faire des révélations, on va le dire entre guillemets, parce que c'est comme je vous l'avais dit la fois passée sur votre plateau, j'aimerais bien qu'il le fasse alors qu'il était ministre des Finances. Alors, ce qui se fait après qu'il y ait, on va dire, des informations judiciaires ouvertes à son encontre, qu'il y ait des dossiers judiciaires dans lesquels il est cité, qu'il y ait des soupçons de corruption et des détournements de deniers publics, moi, je disais que je ne le prenais pas avec assez de crédit. Je vous ai également dit que M. Nicolas Kazadi, qui est notre cadre au sein de l'UDPS, et d'ailleurs député. Je l'ai conseillé, je l'ai toujours conseillé de se départir de son émotion, de la passion, de la colère, de la haine qu'il ressent contre les gens qu'il pense avoir complété contre lui. Parce que quand on parle des histoires de la République, d'abord on doit être un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui sait s'assumer. Vous avez géré, s'il y a eu de pertes dans votre gestion, il faut avoir le courage de dire « j'ai échoué ». Il ne faut pas avoir le temps de dire « c'était moi qui étais bon, moi j'étais nickel, tout était bien, j'avais une gestion orthodoxe et c'est les autres qui ont mal fait ». Mais il est d'un fait, madame, c'est que parmi beaucoup de choses que M. Nicolas dit, eh ben, nous, on ne cesse de les dire. Que ce soit dans le domaine minier ou dans d'autres domaines. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de combattre cette corruption, essayer de combattre cette mafia, essayer de combattre la fraude, parce que même le président de la République, il décrit le fait que vraiment l'entourage, les collaborateurs, les gens qui sont chargés de faire X ou Y situation, apparemment, c'est des gens dépourvus du cœur de servir. Et donc, quand on fait ces critiques, c'est parce que nous estimons que par cette théorie liée à la pratique que nous avons eue avec la petite expertise qu'on peut avoir acquis de gauche à droite, on pense aider notre pays à aller de l'avant. Mais quand vous choisissez, alors que vous avez été gestionnaire, ça veut dire on vous a donné la charge de gérer les finances de notre pays, pour moi, on ne peut pas se prévaloir en alléguant ses propres turpitudes
vous avez fait des dépenses, vous avez financé des projets, vous avez fait ceci, cela. Après votre mandat, vous commencez à rejeter la faute sur l'autre. Moi, je pense que c'est tout le moins malhonnête. Et donc, surtout qu'il y a beaucoup de contre-vérités, parce que ça ne suffit pas de dénoncer. Par exemple, quand nous dénonçons la mafia qu'il y a dans le mine, on sait vous dire, par exemple, pour mon cas, qu'après une analyse exacte, j'estime que mon pays perd près de 20 milliards de dollars dans le mine. Et je le démontre que les miniers sont complices on va dire, de ces corruptions, de cette fraude, de cette contrebande. Et il y a aussi des acteurs dans nos institutions qui favorisent ces climats-là. Mais quand vous vous mettez à débiter de mensonges, à raconter des choses qui n'existent pas, moi je pense que la justice sera la seule voie indiquée pour que chacun s'exprime. Comme ça, avec de preuves qu'il peut détenir, eh ben, la vérité pourra éclater au grand jour, parce que c'est une question qui a réveillé la curiosité de beaucoup de Congolais, et les Congolais ont besoin d'en savoir un peu plus. Mais justement, puisqu'on parle de la curiosité des Congolais, M. Mwango, M. Kazadi n'a fait que dire ce que tous les Congolais disent de temps en temps. Il n'a fait que dire cela. Et cette crédibilité ou l'ampleur que cela a, c'est parce que non seulement c'est quelqu'un du pouvoir, il est actuellement député national, il a assumé récemment les fonctions des ministres des Finances, on va le dire, il n'a pas non plus été exempté. Il a été cité dans beaucoup de dossiers. Dans le dossier forage, on l'avait cité. Dans le dossier, par exemple, construction des stades au niveau des stades pour la francophonie, il a aussi été cité. On connaît également l'escalade verbale qu'il a eu à voir avec le ministre de la Justice récemment, même dans ce dossier dit de forage. Alors, c'est toutes ces questions que la population également se pose. Si c'était l'opposition, on allait dire oui, bon, c'est l'opposition. Mais c'est le pouvoir qui le dit. Oui, madame, je suis content que ce soit le pouvoir qui le dise. Parce que, sincèrement, cette manière aussi de discuter au sein de l'Union sacrée, par dénoncer certains faits, c'est un avantage qui prouve qu'il y a un peu l'échange démocratique. C'est vrai que je ne pense pas que Nicolas Kazadi ait parlé avec émotion. Parce que ça a pris du temps, depuis qu'il est parti de son fauteuil jusqu'à aujourd'hui. Cette déclaration était mûrement réfléchie et qu'il sentait qu'il avait des responsabilités de déballer ce qu'il portait sur le cœur. Et je crois qu'au sein de l'Union sacrée, des pratiques comme ça de dénonciation doivent être de pratiques courantes. Pour que non seulement ça ridiculise, mais au moins ça peut porter de correction. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme attitude à prendre? Si au sein de l'Union sacrée, qui a un grand homme comme ce monsieur-là, avec des fonctions qu'il a pu assumer, et qui déclare des faits, que ça soit faux ou vrai, déjà nous avons des pistes de comment on peut enquêter. Parce qu'en enquêtant, il s'assume. Il veut juste présenter aux yeux du monde tout ce qui a pu constituer le soubassement de sa motivation à révéler au public ce qu'il a pu présenter. Donc, moi, je suis de l'avis que des discussions, des déclarations, des dénonciations des pareils, pas seulement dans le cadre des révoltés, mais éveillent aussi la conscience des Congolais pour dire, mais finalement, ces gens, ils jouent, ils se moquent de nous. Hein, ils jouent de nous. Et alors, s'ils se jouent de nous, pourquoi il n'y a pas moyen de corriger? Voilà. Donc, Nicolas Kazadi veut corriger avec toute cette équipe de gens que lui a estimé qu'ils étaient en train, entre guillemets, de prôner la jouissance comme mode de gestion. Donc, vous voyez que tout le monde peut jouir, mais à des échelles différentes. Mais est-ce que le contexte et le moment étaient propices? Peu importe le contexte. Quand il est allé en France, après qu'il soit démis de ses fonctions, les gens pensaient qu'il ne va pas rentrer. Mais il avait dit, non, ayez vos apaisements, je pars pour raison de maladie, je rentre. Il est rentré. Mais il y avait un calme relatif. Maintenant qu'il a parlé, quel que soit le temps par lesquels il parlerait, ça aurait toujours cet effet boule de neige, avec des conséquences que nous ressentons. Quel serait le moment propice? Il fallait attendre la fin du mandat de 2028 pour dire, pendant que j'étais ministre. Non, c'est le moment où il y a des gens qui peuvent être indexés et puis comparaître éventuellement pour discussion. La grande question, c'est aussi pourquoi il n'a pas démissionné et dénoncé cela. Voilà. Il a attendu être remanié pour, au finish, revenir sur ce dossier-là. Parce que si on veut parler de crédibilité, de probité,
cela sous-entendrait qu'il en a eu marre à un moment donné. Il a dit non, je démissionne. Je ne veux pas de cette façon d'agir. C'est ce que ça aurait été fait. Mais c'est tardif. Bien que tardif, c'est pas bon. Mais c'est bon parce qu'il dénonce. Mais s'il gardait encore, ça aurait été très mal. Parce que ça pesait sur sa conscience. Ici, c'est le problème de... En fait, on ne sait pas évaluer la probité. La moralité, on ne peut pas évaluer. Mais au moins, on voit par le fait. Là, selon ce qu'il a dit, il est en train de se sentir mal à l'aise que son image soit ternie à cause de fausses allégations, de fausses accusations. C'est comme ça qu'il s'est mis en batailleur pour dénoncer et attaquer quiconque ferait face à lui pour dire voici des preuves. C'est ce que nous attendons. Même certains journalistes, lui a dit qu'il y a des journalistes qui étaient payés par l'IGF pour parler de mal de lui. Mais ce sont des révélations justement aujourd'hui. Est-ce que de par ces révélations, la justice congolaise peut se saisir de ces déclarations pour chercher à savoir quand même qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est pas ouvrir une boîte à Pandore dans ce dossier de finances, de rétrocession, des rétrocommissions, des partages, de jouissances, parce qu'il a évoqué tout cela dans l'ensemble. Et également, il a nommément aussi cité des gens, et parmi les personnes citées, on a vu l'inspecteur de l'IGF qui, après ces déclarations, a été mis en retraite. On dit, est-ce que finalement c'est une coïncidence ou c'est la résultante de tout ce qui... de sa sortie médiatique? C'est juste une coïncidence, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas aussi donner trop d'importance à la communication de notre frère Nicolas, au point d'insinuer que c'est après qu'il ait parlé que l'IGF a été démis de ses fonctions. Pas du tout. L'IGF n'avait pas pour vocation de rester éternellement à son poste. Il l'a dit après 34 ans ou 35 ans de carrière à l'inspection générale des finances. Il était temps qu'il se repose. Donc la République ne va pas arrêter de tourner. La République va tourner, mais tout ce que nous souhaitons au nouveau inspecteur, c'est la rigueur et effectivement cette volonté-là de traquer les criminels financiers partout où ils se trouvent jusqu'à leur dernier retranchement. Il ne faut pas qu'on sente qu'il y a un relâchement total. Il faut qu'on comprenne qu'après Alinguetti, l'inspection générale des finances continuera de jouer son rôle. Parce qu'il a essuyé lui aussi pas mal de critiques, ce qui est normal dans une démocratie. Chacun aura toujours un point de vue, que vous fassiez bien les choses, que vous le fassiez mal. Il y aura toujours, chacun portera toujours un regard, un point de vue sur ce que nous faisons. Et donc, ça n'a rien à voir avec la communication de notre frère Nicolas Kazadi. J'ai bien aimé le fait que notre analyste indépendant les dise, qu'on ne peut pas calculer la probité. On ne peut pas s'imaginer si ce qu'il dit est vrai ou c'est faux. Est-ce qu'il le fait dans une bonne intention? Est-ce qu'il le fait parce qu'il a besoin de laver son image? Est-ce qu'il le fait parce qu'il a été acculé? Donc moi, je lis, c'est mon analyse. J'ai lu dans les propos de M. Nicolas qu'il regrettait d'avoir perdu son poste au ministère des Finances après qu'on établisse qu'il n'était pas coupable de fait qu'on lui reprochait. Et pour ça, il fallait s'appuyer sur des gens qui ont pu mener des enquêtes, qui ont pu intervenir d'une manière ou d'une autre. Et tout ça ne l'a pas favorisé. Je vous avais dit d'ailleurs dans votre émission que ça ne le favorise pas en tant que politique. Parce que quand on est un homme d'État, on a des réserves. Quand on est un homme d'État, il y a des choses qu'on dit. On s'imagine dans quel contexte on les dit. Et comment on peut les dire? Parce que nous sommes un pays en guerre. Quelle serait la justification, pendant que le pays est en guerre, ici, de vous mettre en tant qu'argentier national, ayant géré les finances du pays, utilisant le même langage que les terroristes qui nous combattent, qui disent que le pays est pillé, qui disent qu'il n'y a rien qui est fait? Quelle pourrait être la motivation si ce n'est faire exacerber les conflits qui existent? Ce n'est pas les frustrations réelles au sein de l'Union sacrée, justement. Ben, écoute. On sent également qu'on se dit aujourd'hui, si
On suit cela également, c'est pas que l'ancien ministre, il y a également les communicateurs de l'UDPS également qui se rebiffent contre le pouvoir en place. On se dit, est-ce que ce n'est pas au finish cette crise profonde au sein de l'Union sacrée où les violons ne savent pas réellement s'accorder, les visions ne savent pas réellement s'accorder, chacun vient avec sa vision et au finish, si l'un veut l'autre, veut A, l'autre veut B et les plus forts l'emportent finalement. Non madame, moi je veux vous dire quelque chose. Par exemple, nous venons d'un parti de grande liberté qui est l'UDPS. Vous voyez, dans notre conception de la liberté, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez la latitude de dire ce que vous pensez. Après avoir occupé certaines fonctions, il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on se demande comment le dire. Vous voyez, nous avons reproché la même chose à l'ancien président Joseph Kabila. Quand il est sorti médiatiquement, il a parlé des histoires qui ont coûté son honneur, qui ont coûté, on va dire, sa crédibilité dans l'opinion nationale parce qu'il a voulu justifier ce que le M23 était en train de faire contre notre pays. La deuxième communication, il a même dit qu'il rentrait au pays à travers l'Est du pays alors que tout le monde savait que c'était occupé. Donc, il y a par moment, en tant qu'homme d'État, notre communication doit être scrutée. Si les intentions sont bonnes, tout le monde va accueillir ça comme tel. Voyez-vous, nous, on ne dit pas que il n'y a pas de gens qui sont corrompus. Nous, on ne dit pas que il n'y a pas de gens qui sont dans des détournements, dans la mafia. On veut que ces gens soient punis. On veut que ça s'arrête. Le président de la République ne se gêne pas de le dire. Il le dit à quiconque veut l'entendre, qu'il a besoin des collaborateurs qui peuvent le permettre de relever ce pays. Mais en tant qu'homme d'État, ministre des Finances, ce n'était pas indiqué de raconter des histoires, alors qu'on sait que les enquêtes judiciaires avaient été ouvertes, que vous êtes en train d'être auditionné sur certains dossiers. C'est quoi la précipitation d'aller directement appeler les médias pour déballer des histoires? Pourquoi ne pas les dire chez le procureur qui a les dossiers? Il ne veut pas être victime. Pourquoi? Non, il ne veut pas être victime expiatoire. Le seul moyen, c'est de dire à tout le monde déjà tout ce qui se passe. Tous ses collaborateurs qu'il a cité au cours de cette émission pour dire que c'est vrai qu'il y a un problème de collaborateurs. La plupart des gens qui le disent, ils ne peuvent peut-être pas citer nommément, mais ils le disent quand même. Aujourd'hui, c'est cette question. On n'en dit ce qu'on vient pas, madame. Oui. On n'est pas en train de dire le contraire. Mais nous sommes en train de faire des analyses. On essaie de voir la qualité de la personne et les propos que la personne tient. Il n'y a pas de commune mesure. Vous avez géré, assumez-vous. Vous avez perdu, vous avez dilapidé le fonds de l'État, assumez-vous. Personne ne vous avait mis de revolver sous la tempe, personne ne vous avait forcé de faire quoi que ce soit, vous étiez ministre. Donc vous ne revenez pas aujourd'hui, après avoir amassé tout ce que vous avez amassé, et puis vous commencez à dire, écoute, c'était pas moi, c'était tel avait fait ceci, il avait fait cela. Non. L'État a, on va dire, l'État est occulte. L'État a son prestige. Quand on est un homme d'État, madame, vous voulez parler de la frustration? Moi, j'ai été élu valablement. À Kananga, quand vous descendez, tout le monde qui peut descendre va trouver que j'étais élu, massivement élu. On m'a invalidé injustement à la Cour constitutionnelle. La frustration voudrait que moi aussi je me tienne à parler. Mais si c'était lui, j'imagine qu'il dirait n'importe quoi. J'ai choisi de me taire. J'ai vu que c'était injuste ce qu'on m'a infligé. Je me suis dit, ça ne méritait pas ma parole. Autant me taire jusqu'à la fin et voir comment ça va se passer. Donc, il y a moyen de gérer nos frustrations. Même si on a raté d'être ministre, même si on a raté d'être député, même ce qui est plus important, c'est l'État. C'est la population qu'on pense servir. C'est quelles sont les recettes, quelles sont les ressources, quelles sont les stratégies que nous mettons en place pour que le politique public que nous mettons en jeu produisent les résultats attendus. Est-ce que cela ne ressuscite pas la question de la gestion des partis et regroupements politiques? Parce que finalement, on se dit, aujourd'hui, il n'y a pas eu des réglementations comme telles. C'est vrai que les gens viennent, adhèrent à l'Union sacrée, mais avec quel principe? Avec quelle discipline aujourd'hui? Parce que c'est vrai, la question de la discipline va revenir.
Parce qu'en principe, vous l'avez dit, que du temps du FCC, c'était de l'obligation, on ordonnait aux gens ceci, il y avait des obligations. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas justement ce manque de réglementation qui manque au sein de l'Union sacrée? Oui, c'est vrai, parce que quand l'Union sacrée a été créée, chacun des partis politiques est venu avec u et coutume. C'est comme ça une sorte de mélange pour qu'on suive une certaine vision, mais sans planification au préalable. Ça, c'est un fait. Et cela doit apparaître à chaque fois qu'il n'y a pas accord. Il y aura toujours des petites dissensions sur la manière de percevoir la chose. Mais je reviens sur ce que M. Donald a dit. Vous avez dilapidé, assumez-vous. Vous avez amassé, assumez-vous. Ça me plaît un peu cette phrase-là. C'est vrai que nous sommes en période de guerre. Mais ce n'est pas aussi parce qu'il y a la guerre qu'on ne peut pas dénoncer. Il n'y a pas un autre moment qu'il a choisi que ce moment ici pour dire au peuple congolais que voilà, pendant que j'étais là, mais j'avais constaté que j'avais des blocages à tel et tel niveau. Maintenant, on peut enquêter pour qu'on trouve clarification de tous ces faits. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on dise parce qu'il y a la guerre que les gens ne vont plus émettre des avis. Ça va choquer par rapport à ceux qui diraient, bon, est-ce que réellement ça marie la vie ou les points de vue? Mais pourquoi ce moment? C'est vrai, non, dénoncer, c'est bien beau. Non, je suis en train de dire que... C'est bien beau, mais ça tombe comme un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire, il n'y a pas eu des précédents, il n'y a aucun sujet actuellement sur la table. Oui. Du coup, faites ressortir des dossiers pour lesquels vous étiez, qui existaient alors que vous étiez encore ministre. Madame Arlette, disons que tout ce qu'il a dit est faux. Parce qu'il a amassé de fortune. Qui l'entendrait? Tout ce qu'il a dit n'a pas de soubassement. Mais ça va être un non-événement. Donc ce sera une déclaration qui est vide. Mais si on sent qu'il y a des âmes qui sont choquées, c'est alors que ça va remonter de la surface pour dire, depuis le précipice, pour dire, ah voilà, les gens sont choqués parce que ce qu'il a dit est vrai. Donc c'est le temps de vérifier, le temps de mener des enquêtes pour qu'on établisse des responsabilités afin qu'on dise, en tout cas, si monsieur a menti. Et je crois que c'est ce qui peut plus aider les gens à ce stade-là. Et s'il a aussi amassé frauduleusement, ce sera l'occasion de l'arrêter. Donc lui-même se met comme sacrifice pour qu'il soit sacrifié. Mais il a dit dans ses déclarations, il a dit, nous partageons. Nous, quand ça arrive, nous, on nous dit non, partageons d'abord. Ça veut dire, quand on dit partageons d'abord, c'est aussi avec lui à l'intérieur. Voilà, il a dit nous. Mais il a gardé l'autre partie parce qu'il n'a pas cité des noms des gens. Donc ce serait l'occasion, quelle que soit la situation de guerre, l'occasion qu'ils disent clairement que voici ce qui a pu bloquer, c'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Et parmi ceux-là qui ont pu bloquer, il a cité le nom de Jules Alenguete comme manipulateur. Je me rappelle de ces mots, manipulateur. Donc vous voyez que quand M. Kabasel a dit que l'IGF doit traquer, est-ce que l'IGF traque réellement? Parce que à entendre ce que l'honorable Nicolas, je m'excuse un peu, il est honorable, c'est que l'honorable Nicolas Kazadi a dit, quelque part, il y a une sorte de manipulation, même dans la manière de travail de l'IGF. Selon ce qu'il a pu mettre comme nourriture, comme consommation sur la table. Tout le monde peut dire, est-ce que cela ne vient pas jeter du discrédit à l'IGF quand même? Voilà, c'est vrai, il faudrait faire une dissociation entre l'inspecteur et la structure. Maintenant, il avait problème avec et la structure et l'inspecteur, ou seulement avec l'inspecteur. Parce qu'ici, il a dit, beaucoup d'enquêtes étaient de manipulation. Est-ce que quand il y a manipulation, c'est qu'il y a trucage. Et quand il y a trucage, c'est que désormais, on ne peut plus se fier aux résultats de l'IGF. Donc, quelque part, il y aura de conséquences en continu. Et pour arriver à clarifier, c'est que l'honorable Nicolas Kazadi doit faire, comme honorable député, qu'il nous fasse une commission, parce que l'IGF n'est pas aussi au-dessus de la loi, une commission à l'Assemblée nationale pour qu'on aille aussi enquêter l'IGF. Parce que les 5 ans depuis que M. Alenguete est à la tête, je ne pense pas que l'IGF a fait objet de contrôle. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que désormais l'IGF aussi soit soumise à un contrôle systématique? Est-ce que vous savez que l'IGF dépend directement de la présidence? Non, on est en train de penser que justement, dit que l'IGF... les fonctions de l'IGF entrent dans les prérogatives de l'Assemblée nationale. Les contrôles, les audits, les ceci, les cela. Mais maintenant, finalement, si l'IGF dépend de la présidence, c'est quelque part, l'honorable Nicolas a raison de dire, cet homme a manipulé la présidence pour que
je me retrouve là où je suis aujourd'hui. S'il n'y a pas que ça, qu'on permette également des contrôles, si on ne va pas trouver aussi des failles au sein de gestion de cette grande institution des finances. Parce qu'en réalité, quelque part aussi, ça frise la peur. L'IGF est devenu plus comme dans le marketing. On en parle partout, avec beaucoup de succès, on avale. Donc, est-ce que toutes ces campagnes, c'est pourquoi? Est-ce qu'il peut être victime de sa stratégie communicationnelle? À chacun sa stratégie communicationnelle et sa vision. Si l'IGF aujourd'hui se dit que je dois plus être visible, oui, évidemment, on est en train d'analyser. Est-ce que l'IGF aujourd'hui, s'il se dit, dans ma stratégie communicationnelle, je vais être plus visible pour atteindre plus ma cible, est-ce que cela est empêché? Est-ce que cela fait de lui manipulateur des médias? Mais l'honorable a cité des noms de certains journalistes. Mais justement, quand il doit communiquer, il communique avec... Certains journalistes qui percevaient de l'IGF de l'argent pour parler bien de l'institution. Alors qu'en réalité, selon ce qui était dit, il n'y avait rien de concret par rapport à ces accusations qui sont sur table, madame. Monsieur Olivier Sambaye, bonjour et bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre ici sur ce plateau avec ces deux dossiers, notamment la question de l'IGF aujourd'hui, qui revient sur la table avec les déclarations de l'ancien ministre de la Défense, sur sa crédibilité même. On revient pour prendre les deux dossiers qui, on va le dire, se chevauche quand même, parce que au regard de la dernière sortie médiatique, s'en est suivi le départ de la mise en retraite, il faut le dire, de Gilles Lingueté à 62 ans. Il a été mis en retraite. 63 ans. Oui. Il a été mis en retraite. On se dit finalement, est-ce que ce n'est pas ouvrir la boîte à Pandore avec cette question, avec ces déclarations de l'ancien ministre? Est-ce que cela ne remet pas en question la gestion et la réglementation des partis et regroupements politiques au sein de l'Union sacrée? Merci madame pour l'invitation. Je salue maître Donald, ça fait longtemps qu'on s'est vu, M. Jean Mwango également. Salutations à tous les co-débatteurs en même temps. Mais avant de répondre à cette question, accordez-moi juste 30 secondes que je place un mot sur l'invivabilité actuelle de la ville de Kinshasa. Le problème c'est que les idées sont là, les penseurs sont là, les hommes sont là, mais rien ne marche sur la circulation. Et la situation est devenue tellement invivable, c'est comme si nous étions tombés dans une sorte de constipation intellectuelle où on ne savait pas produire des idées pour résoudre ces problèmes qui datent d'il y a plus de 2 ans, l'invivabilité. Et la circulation, ça a un impact sur la santé mentale, ça a un impact sur l'économie, ça a un impact sur la vie des sociétés et aussi la vie individuelle. Il faudra que rapidement que l'autorité politique reprenne cette situation. C'est ainsi que j'organise une conférence le 26 mai pour essayer un peu de façon scientifique de réunir tous ceux qui peuvent réfléchir sur la manière dont on peut résoudre ces problèmes en attendant ce qu'on puisse construire des routes secondaires et les réhabiliter. Pour revenir rapidement sur cette question concernant l'IGF et les déclarations de l'ancien ministère des Finances, il y a 2 choses qu'il faut tenir en compte, madame. Premièrement, c'est l'ancien ministre des Finances. Vous savez, il y a certaines fonctions auxquelles, quand on accède, il faut s'hisser pour devenir véritablement homme d'État. J'analyse à ma manière. Un homme d'État, c'est celui qui, à un certain moment, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, ne peut pas révéler certains secrets. Certains dossiers ne peuvent pas être révélés du moment où, pendant votre fonction, ça n'avait pas été mis à la place publique. Si le média n'en avait pas fait des communications officielles, ces dossiers-là restent des dossiers secrets. Et c'est l'attitude de l'homme d'État pour conserver le secret du chef, pour que cela ne puisse pas être mis à la place publique d'une certaine manière, au risque d'entacher même l'image de la famille politique, mais aussi de la personne qui vous avait livré ces secrets et des dossiers sensibles que l'on gère. Je prends les cas parfois, lors des conseils des ministres, il y a des questions contre à huis clos, on fait sortir tous les médias parce qu'il s'agit des questions de l'État et qu'il ne faudrait pas que les médias soient au courant. On choisit ce qu'il faut mettre à disposition du public au travers de la communication bien orientée du ministre
de la communication porte-parole du gouvernement. C'est ce qui se passe. Et là, nous avions assisté à une sorte d'exposition des secrets d'État de la part de l'ancien ministre des Finances. Là, c'est le premier élément qu'il faut souligner. Le deuxième élément, c'est que, réfléchissons, c'est comme si c'est un règlement des comptes latent, qui n'est pas clairement exprimé. Dans ce sens qu'il faut choisir les médias. C'était quel type de médias? S'il faut orienter les médias par rapport à une certaine considération, il y a des médias qui sont caricaturés opposition, ou des médias qui sont caricaturés pro-pouvoir, mais quand on voit la ligne éditoriale même de ces médias qui avaient reçu l'ancien ministre de la Défense, ça peut donner à croire que l'ancien ministre de la Défense ferait sorte des règlements des comptes au régime actuel, mais aussi au chef de l'État, car il a révélé certaines questions extrêmement sensibles qu'il ne devait pas. Troisième élément, en ce qui concerne IGF. Alors, le remplacement de l'inspecteur général des finances, vous comprendrez que la raison est clairement justifiée pour dire que non, c'est la mise en retraite. Comme vous le savez, il y a aussi les retraites anticipées. Ça existe. Et quand quelqu'un prend la retraite anticipée, il peut se faire remplacer. Il prend la retraite en tant que fonctionnaire, mais il reste libre d'accéder à d'autres fonctions politiques parce qu'en politique, on ne part jamais en retraite. Alors, concernant l'IGF, madame, moi, j'accompagne l'IGF avec mon SBEL. Nous avons organisé des conférences et des séminaires. Je prends la grande conférence que j'ai organisée en 2022 où j'ai associé l'IGF et l'APLC. Le 9 décembre 2022. Il était question de parler des deux principales antivaleurs qui retardent le développement de la société, corruption et détournement. Nous avions reçu l'un des inspecteurs généraux parce que le même jour, malheureusement, ça avait coïncidé avec le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. L'inspecteur Jules Alinguette n'avait pas pris part, mais avait délégué l'un des inspecteurs généraux au nom de Gabriel Kabanangui qui avait pris part à cette conférence que nous avions organisée avec l'APLC. Et il a été question de se demander pourquoi les rapports de l'IGF restent inactifs. Ce qui détourne, l'IGF fait les enquêtes, publie les rapports, mais il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas la récupération de la justice. Nous avions voulu associer IGF, APLC et la Cour de cassation. Fort malheureusement, les magistrats ne sont pas appelés à un certain moment donné des conférences de cette envergure-là, et puis ils s'étaient retirés à la dernière minute, et pourtant l'accord de principe avait été donné. Mais qu'est-ce qui a été révélé à la conférence? Il a été révélé que l'IGF faisait son travail, mais que la justice ne récupérait pas les rapports de l'IGF, les recommandations de l'IGF pour en faire une analyse approfondie, afin de traquer tous ces malfrats-là, les ester en justice et les interroger. On prend un exemple patent, puisqu'on parle justement de l'ancien ministre des Finances. Il y a eu le dossier forage, si je m'abuse. Il y a eu une note du ministère de la Justice, l'interdisant de sortir du pays. Il était quand même sorti, non? Exactement. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de dossiers ici. Le demandant de rester, mais il est quand même sorti. Exactement. C'est dont je parle. L'IGF fait son travail, les rapports sont rendus, il y a beaucoup de rapports, SICOMINE, dossier gratuité de l'enseignement, pour ne citer que cela, mais quelle a été la récupération de la justice? Et l'IGF n'avait pas la totale coercition, et n'a même pas les pouvoirs coercitifs, les moyens coercitifs. C'est un organe de contrôle, pas d'audit, de contrôle. Le contrôle qui permet, à l'issue de chaque contrôle, il y a un rapport. Le rapport rendu, mais d'autres services devaient récupérer, exploiter les rapports pour agir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas dans plusieurs dossiers. Quand même, à un certain moment, il fallait arrêter, mais les libérations à tout moment. Et ça fragilisait l'IGF, les actions de l'IGF. Plusieurs fois, nous en avons parlé. L'IGF a été fragilisé. La dernière fois, même ici, nous en avons parlé. La fragilisation de l'IGF à cause de l'inaction du pouvoir judiciaire de traquer tous ceux qui sont considérés comme étant des délinquants économiques qui versent dans les antivaleurs. Et ça a fragilisé l'IGF, ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous l'avons dit lors d'une autre conférence, l'IGF était devenu comme étant une caisse de résonance qui fait simplement... Mais est-ce que ce n'est pas la résultante de cette visibilité exagérée dont dénonçait aussi M. Nicolas Kazadi? Vous comprendrez... Parce que l'IGF, il faudra le dire, existe depuis belle lurette aujourd'hui. Il y avait une nette volonté... Il n'y a pas que l'IGF, il y a dans plusieurs secteurs les inspecteurs dans le secteur financier, dans le secteur X, dans le secteur Y.
N'est-ce pas aujourd'hui cette visibilité qui joue finalement en sa défaveur? Non, ce n'est pas une visibilité exagérée. Madame, vous avez une antivaleur qui est à la base du sous-développement de notre société. Le détournement et la corruption. Si aujourd'hui, on ne sait pas se développer, atteindre les niveaux qu'on devait avoir, c'est à cause du détournement et corruption. Un sérieux problème d'antivaleur. Alors le problème, c'est pas l'IGF, le problème, c'est la justice. Exactement. C'est pourquoi je suis en train de dire, l'IGF a fait son travail, a fait ce qu'elle pouvait. À un certain moment, l'IGF commençait seulement à sensibiliser. Et à un certain moment, les actions de l'IGF étaient fragilisées dans ce sens que lorsqu'un mandataire sait que l'IGF arrive, parfois on disait un bois copal qui fasse son travail, je sais là où je vais gérer les comptes, je vais régler l'affaire. Et ce qui a fait que les actions de l'IGF avaient été fragilisées. Mais je reviens sur les déclarations de l'ancien ministre des Finances. C'est vraiment ce que je considère comme étant une faute. Une faute du point de vue de sa casquette d'un homme politique qui a exercé une fonction en tant qu'un homme d'État. Il y a des déclarations qu'il ne pouvait pas faire. Mais il est membre d'un parti. Vous allez comprendre que c'était une sorte de règlement d'école parce qu'il y avait une guerre entre lui et l'inspecteur général des finances, l'inspecteur aujourd'hui ancien. C'est lui qui le dit, c'est pas l'inspecteur général des finances qui le dit. L'inspecteur général des finances. C'est lui qui sous-entend qu'il l'un dit, l'autre réplique. L'un dit, l'autre réplique. Vous voyez que c'était une sorte de guerre, règlement des comptes. Il fallait éventrer les bois pour exposer l'un au détriment de l'autre. Malheureusement, les choses sont passées de cette façon. Est-ce que ça ne fragilise pas aujourd'hui l'UDP? Ça ne fragilise pas l'Union sacrée aujourd'hui? Parce que l'Union sacrée, il n'y a pas de déclarations à faire, il n'y a pas de sanctions à donner. Parce qu'il n'y a pas justement cette réglementation au sein, que ce soit du parti ou encore du regroupement politique. Madame, j'étais en train de vous dire que mon parti, l'UDPS, c'est un parti de grande liberté. Ça veut dire on est habitué à la contradiction, on est habitué à entendre le point de vue qui ne sont pas certainement le nôtre. Et donc on vit avec, et dans cette liberté, on veut que la liberté de l'un se limite là où commence celle des autres. Et c'est même ce qu'on a essayé d'expliquer tout à l'heure, que l'ancien ministre des Finances devrait vraiment respecter le fait qu'il est homme d'État. Exactement. Un homme d'État ne dit pas tout ce qui lui passe par la tête, même s'il a été déçu. Voyez-vous? Je vous ai donné mon exemple. Je vous ai dit que j'ai été invalidé. Alors que j'ai été élu, massivement élu à Kananga. Surnommé Idi Yaba et tout ce qui va avec. Publié, proclamé par la CENI. J'ai siégé pendant 2 mois au sein de l'Assemblée nationale. Injustement, la Cour constitutionnelle m'a fait quitter le perchoir. Voyez-vous? Je suis resté calme. J'ai décidé de ne pas parler et de continuer ma lutte politique. Donc, si on met la colère et la haine, on va régler des comptes aux gens au lieu de donner de bonnes analyses. J'ai décidé personnellement de me concentrer sur ce que j'ai de précieux, sur comment je peux aider mon pays d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, c'est ce que Nicolas ne conçoit pas. Ça veut dire, je vous ai dit tout à l'heure, il s'est vu éjecté du ministère des Finances, accusé par tel ou tel, et il estime que c'est à cause de ces gens qui se retrouvent dans cet état, et la conséquence, c'est qu'il doit maintenant taper sur eux. Et donc, ça n'a rien à voir avec la retraite de l'IGF. Et je voulais rappeler que la retraite de l'IGF, elle n'est pas anticipée, pas du tout. Si vous lisez bien la loi, je pense que ça doit être la loi numéro 81-003 de 1991, cette loi qui organise les conditions de mise en retraite. Les années de service, voilà, les années de service. Donc, il y a 2 conditions. C'est soit l'âge, il a 60 ans. Les années de service. Vous voyez, c'est pas ça, mais c'est aussi l'ancienneté requise dans le service. Il a fait plus de 35 ans, alors que la loi parle de 30 ans, vous voyez. Donc, il est éligible. Non, il a apuré. Hein, et lui-même, apparemment, il était aussi fatigué d'avoir tellement traqué les coupables, on va dire les criminels, de les avoir fait coffrer pour certains
Et il sait également attirer beaucoup de jalousie, ça c'est une vérité. Quand vous luttez contre la mafia dans un pays comme le nôtre, contre le détournement des deniers publics, contre la corruption et contre tout ça, cette mafia est tellement organisée, elle a des racines. Donc les membres de la mafia vont s'organiser pour vous faire mal. Et ça c'est une vérité. Voilà pourquoi nous le disons au président de la République, que les gens qui combattent ce genre d'antivaleurs, la corruption, les détournements des deniers publics, la mafia et la fraude, c'est des gens à protéger. Parce que la mafia est tellement forte qu'elle peut créer, monter des histoires, manipuler, de machination. Tout ça seulement pour faire tomber la tête de celui qui essaye de tonner devant la mafia. Voyez-vous? Et donc ça, c'est aussi vrai que l'IGF doit avoir subi ça. Peut-être Nicolas aussi, il a subi ça. Mais peut-être qu'il a orienté les choses de sa manière. Peut-être qu'il était aussi réglo qu'il l'a dit, qu'il était aussi correct, qu'il voulait que les choses reviennent. On lui reprochait également cette rigueur exagérée. Même quand le chef de l'État donne des ordres, il ne veut pas débloquer les finances. Lui aussi a été acculé. Une chose est vraie, c'est que nous devrions, quel que soit Alpha, lutter contre la corruption, les détournements de deniers publics, la fraude, la contrebande dans le mine. Ça doit constituer notre cheval de bataille. Sinon, nous n'aurons pas de ressources, ni pour relancer notre économie, ni pour financer nos services, ni pour faire la guerre. Je rappelle, madame, qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait près de 60 millions de victimes, l'Europe, son économie est tombée en faillite. Il fallait que les Américains leur proposent le plan Marshall pour relancer l'économie européenne. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, la guerre nous demande beaucoup plus. Mais est-ce qu'on se pose des questions sur après-guerre, après avoir dépensé tous ces milliards de dollars, qu'est-ce qu'on fait de notre économie? Donc, on a besoin de ressources, suffisamment de ressources. Et pour avoir ces ressources-là et les orienter de la manière la plus régulière, il fallait qu'une lutte soit acharnée contre les antivaleurs. Et ça doit continuer, même avec les nouveaux inspecteurs généraux de finances. Mais la résultante actuellement, après toutes ces déclarations, Nicolas Kazadi sera poursuivi, sera entendu. La justice congolaise va se saisir, s'auto-saisir de ces déclarations pour lancer les enquêtes et finalement savoir qu'en est-il exactement. Ou, puisqu'on parle des questions d'État, ça sera étouffé et puis on va passer à autre chose. D'ailleurs, je commence par demander aux collègues ici, co-débatteurs, beaucoup de fois, il y a des gens qui pensent qu'il faut garder discret pour être homme d'État. Moi, j'étais en train, par contre, de penser qu'un homme d'État, c'est celui dont le leadership profite à des générations. Les actes posés ont été grandioses. Que être homme d'État, c'est limité juste à garder discret des détournements ou dénoncer. Ça doit être au-delà de ça. Pour le cas actuellement, moi, je pense que dénoncer publiquement ce que l'honorable Nicolas a fait, il passe non seulement des courageux, mais un homme d'État. Parce que cette manière-là de mettre à jour toutes ces accusations, ça va aider la justice à traquer justement et à recouvrer l'ensemble des fortunes qui pourraient se dilapider. Parlons par exemple de ce qu'il a dit, que des 4 milliards, il est allé à 16 milliards. C'est exponentiel, c'est grand. Mais par contre, il dit, cet argent aurait servi à réglementer tout ce qu'il y a comme la guerre, les projets. Mais au cours, pendant qu'il était en train d'estimer que ça aurait aidé, immédiatement, il y avait des projets qui tombaient, qui limitaient l'exécution de ce qu'on pouvait avoir comme projet. Donc, vous voyez que lui voulait poser des actes qui allaient se vivre même dans le futur. Il voulait être un homme d'État dans sa vision. Mais malheureusement, il a été mal entendu. Donc, actuellement, la seule manière de lui donner raison, mais aussi, il y a ce statut de député national. Il est immunisé. Donc, il faut vraiment que la justice commence à enquêter et que lui va être un témoin. Il va fournir des renseignements pour aider cette justice à tomber sur tout ce que ça peut donner. Mais si on va brutalement encore le prendre, juste un exemple, brutalement le prendre, on va tomber dans le même piège de Matata, dans le piège de... J'ai dit brutalement, c'est-à-dire sans considérer les immunités. Donc, nous pensons que, vous savez, par moment, quand nous sommes sur le plateau, il y a deux aspects. Il y a l'aspect pédagogique et aussi nous apprenons. Il y a des domaines qu'on ne maîtrise pas, on doit apprendre. Donc, nous savons qu'un député, jouissant de ses immunités, on ne peut pas l'arrêter n'importe comment. Alors, comme il a parlé,
c'est bon qu'il en parle d'une manière très détaillée. Et de cette manière-là, qu'il nous dise maintenant clairement quelles sont les responsabilités par rapport à tout ce qu'il a pu avoir comme motivation pour exposer ça aux yeux du monde. Alors, il peut également mais pour dire oui, mais je ne pense pas que ce soit l'émotion. Parce que cet homme-là, selon l'attitude qu'il présentait, il était calme. Moi, j'ai revu, avant de venir, je me suis dit que je me donne la peine de revoir un peu cette vidéo. C'est un monsieur qui disait ce qu'il maîtrisait. Et qu'il n'y a ni émotion ni passion, c'est qu'il était convaincu que c'était important qu'il parle de ça. Et maintenant, je pense, tout ce que nous pouvons faire, c'est lui donner la chance de déballer et que les Donald et les autres agents de justice nous aident à trouver réellement les coupables. Si c'est lui qui fait part aussi, qui fait partie des coupables, allez, qu'on les mette aussi dans le même panier que les coupables. Mais s'il n'est pas coupable, qu'on ne muselle pas les gens qui veulent dénoncer. Parce que c'est à l'issue de ces dénonciations que nous allons avoir une justice qui va aider à traquer ces gens. Mais cela revient encore à dire qu'il faudrait assainir l'entourage du chef de l'État. C'est ce que tout le monde arrête de dire. L'entourage du chef de l'État devrait être assaini. Parce que la question revient à chaque fois. Et dans toutes les discussions, les gens reviennent sur l'entourage du chef de l'État, qui sont soit dans les commérages, qui sont soit dans la jouissance, comme l'a dit M. Nicolas Kazadi, ou encore dans des questions de détournement et de dilapidation des fonds d'argent d'État. L'assainissement de l'entourage du chef de l'État, c'est un mot qui revient très souvent. Le chef de l'État est mal entouré. Non. Le chef de l'État nous n'avons pas à dire que le chef de l'État n'a pas un bon entourage. Madame, le chef de l'État, depuis qu'il est là, en 2018, il a, si je ne me trompe, 4e DIRCAB. Il ne fait que changer pour chercher des bonnes personnes. 4e DIRCAB. Des conseillers à tout moment. On a des révisions du cabinet du chef de l'État. Mais il cherche des bonnes personnes, des personnes intègres. Tout à fait. Je ne sais pas si je me trompe, monsieur. Oui, c'est correct. 4e DIRCAB. Il est en quête de cet homme-là. Oui, il est en quête de ces gens-là. Mais pour que ça change, l'impunité. Toujours les antivaleurs. Nous avions une occasion, malheureusement, nous avons loupé cette occasion. C'est la raison pour laquelle les antivaleurs sont revenus avec force. Comme les Saintes Écritures disent, vous chassez 7, ils reviennent 7000. Il fallait chasser 7 en 2020, au mois de juin et juillet, procès 100 jours. Et lorsqu'il y a arrestation... Procès 100 jours. Je vous dis, procès 100 jours. Chasser combien? Non, quand je dis, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Il fallait de chasser les démons. C'est une métaphore. Et lorsque vous chassez 7, ils reviennent 7000. Voilà. Alors, vous avez cette situation qui pouvait, en tout cas, ouvrir la voie à la véritable instauration de l'état des droits. Fort malheureusement, arrestation, quelques temps après, total acquittement, reprise des affaires publiques, mais, plutôt que ça s'arrête seulement là, IGF rapporte, il n'y a rien qui suit. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais ceux qui viennent vont aussi emboîter les pas, tomber dans les antivaleurs, sachant que je vais passer par ici, là où les autres étaient passés, et on ne me fera rien. C'est ça la situation. Il peut beau changer. Si on ne change pas les systèmes, nous allons tourner à rond. Et la situation restera telle quelle. Le pays va souffrir de décollage. Combien de projets, madame? Et je fais enquêter sur les projets 100 jours, enquêter sur le projet 145 territoires, enquêter sur le projet Chile-Gelou, enquêter sur le projet Kinshasa Zéro Trou. Mais les rapports, lisez les rapports de l'IGF, madame, ce sont des rapports documentés. Les inspecteurs de l'IGF sont des inspecteurs outillés en matière de contrôle, en matière d'audit, parce qu'il y a aussi l'audit au sein de l'IGF, mais ce n'est pas un organe d'audit, mais des contrôles. Lorsqu'ils fournissent des rapports avec des éléments probants, ce sont des rapports très fournis, très documentés, de telle sorte que même si vous n'êtes pas expert, vous allez comprendre, vous maîtrisez la logique, vous comprendrez que la faute se trouve à ce niveau. Et je comprends pourquoi parfois le ministre de la Justice a proposé la création des parquets financiers, parce que les questions économiques parfois sont ignorées par certains juristes
Et le juriste reste dans le juridisme et puis interprète seulement la loi, alors que les questions économiques, à un certain moment, demandent de l'expertise. Ce qui fait que parfois, l'IGF produit les rapports, mais lorsque ça va à la justice, le juriste et les magistrats qui ne maîtrisent pas les questions économiques vont interpréter la faute du point de vue juridique. Et difficile d'établir la faute, on acquitte les personnes. C'est justement ça le problème. Lorsqu'on a un parquet financier, vous avez des juristes aguerris économiquement qui maîtrisent des questions économiques, ajoutant à cela le droit. C'est ce qui se passe à la Cour des comptes. Vous avez des magistrats, des procureurs près de la Cour des comptes qui maîtrisent aussi des questions économiques. Et ce qui fait que parfois, lorsqu'il y a des interpellations au cours des comptes, certes, ce sont des sanctions seulement pécuniaires, pas des sanctions qui peuvent conduire les gens derrière arrestation pour que les gens fassent la prison. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle que on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire en matière de l'entourage des chefs de l'État. Le problème, c'est que lui-même doit prendre beaucoup plus de décisions pour bien faire fonctionner l'appareil de la justice. Pour rejoindre maître Donald Cabassel dans ce qu'il a dit, mais vous savez, tous ceux qui combattent les antivaleurs, la mafia, la fraude, mais ce sont des personnes à supprimer parce que les fraudeurs vont se constituer pour monter des stratégies afin d'éliminer celui qui se présente comme un danger dans leur sale besogne afin d'avancer. Mais voilà, le ministre de la Justice, vous savez, avec à moins d'une année, il a quand même posé des actions. Mais quelles attaques n'a-t-il pas réussi? Simplement parce qu'il veut redresser les choses, il doit être attaqué dans tous les sens. Jules Alinguette a essayé, courage à lui, félicitations, ça fait 5 ans. Il a quand même résisté contre vents et marées, ça n'a pas été facile. Il a résisté aujourd'hui, moi je dirais qu'il sort victorieux parce qu'il part laissant beaucoup de rapports, des centaines de rapports documentés noir sur blanc, du point de vue économique, du point de vue financier, qu'il y a eu des fraudes, il y a eu des fautes malheureusement. Si IGF pouvait arrêter, madame, je ne sais pas, peut-être les choses seraient régressées. Malheureusement. L'IGF, non, quand ceux-là qui sont coupables, aussitôt arrêtés, ils remboursent. Aussitôt arrêtés, ils remboursent. Je reviendrai par exemple à ce qui était proposé en 91 lors des conférences nationales souveraines. L'Office des biens mal acquis qu'avait proposé Tshisekedi. Vous volez, on vous arrête, vous restituez. Même ceux qui étaient arrêtés, personne n'a restitué quoi que ce soit. Il y a des décisions de justice qui tombent caduques, ça disparaît comme ça. Et nous tournons à rond. Il faut changer ce système en instaurant une sorte de léviathan, comme l'a proposé des grands penseurs comme Thomas Hobbes, qui disait qu'il faudrait que la justice fasse peur. Qu'on tremble quand on a un dossier en justice, quand on est interpellé pour détournement pour corruption. Mais voilà, aujourd'hui, détournement, corruption, quelqu'un se présente calmement, tiré à 4 épingles, il est à l'aise, on sanctionne 20 ans, il entre, mais quelques mois après, il est acquitté. Il est acquitté. C'est pas normal. Monsieur Cabassel, aujourd'hui encore, c'est vrai que ce dossier, cette actualité remet sur la table beaucoup de questions, notamment sur le casting, le choix des hommes d'État. Est-ce qu'ils sont rodés? Est-ce qu'ils sont préparés pour être hommes d'État? Parce que c'est vrai qu'on le dit, est-ce qu'il y a des formations comme telles pour les hommes d'État? Parce qu'il faudrait arriver à quelqu'un après la mise en fonction. Il y a des séances de formation, des séances de réorientation, parce que les gens doivent quand même savoir la fonction que j'assume m'exige ceci, m'exige cela. On l'a vu par exemple à l'époque de Matata Ponyo, qui avait demandé à ce que lorsque vous êtes nommé membre du gouvernement, par exemple, les musiciens n'ont pas le droit de vous chanter quand vous êtes homme public à assumer les grandes fonctions au niveau de l'État. Vous n'avez pas le droit d'avoir les mabanga par exemple au niveau des chansons de musiciens. Ce sont là des questions qui relèvent de l'éthique, qui relèvent de la formation d'hommes d'État. Madame, moi je pense comme tout le monde que c'est un grand challenge. Les castings, c'est tellement difficile parce que vous n'êtes pas prophète. Vous ne savez pas vous imaginer des capacités de la personne. Mais vous pouvez voir quelqu'un sortir de Sorbonne,
sortir d'Harvard, Encore. sortir de ceci, sortir de cela. C'est Vous pas pouvez le croire tout de suite et lui donner beaucoup de responsabilités. Malheureusement, il vous déçoit. Là, vous avez raison. Il vole, il détourne, il n'est pas honnête. Même quand Matata a dit qu'il vienne à 6 heures, qu'il soit en cravate, qu'on ne le chante pas, ils n'ont pas arrêté d'être malhonnêtes. Ils n'ont pas arrêté de détourner. Donc moi je pense, le vrai problème d'un chef d'État, tout comme de tout dirigeant honnête et sérieux, c'est de trouver des gens qui peuvent réfléchir comme lui, qui peuvent être honnêtes, qui peuvent comprendre les choses comme lui, qui peuvent vouloir amener le pays dans la direction qu'il veut, sans qu'il ne tire des avantages individuels ou qu'il prenne ce qui appartient à l'État pour lui-même. Et ces gens sont rares. Mais moi je pense que l'unique manière de mettre tous ces gens d'accord, c'est d'instaurer la sanction comme mode de répression. Parce que si tu voles et que tu es arrêté, directement mis en prison, condamné avec possibilité de restituer, avec des saisies de maisons, de parcelles et de tout ça, même le plus malhonnête deviendra honnête. Un pouvoir parce que les savoirs comme ça, imagine, des gens se constituent en petits cercles, ils ne veulent pas que les autres accèdent au chef de l'État. Quand il y a des grands projets, ils exigent des rétrocommissions. Quand il y a ceci, cela, ils disent non, il ne peut pas aller voir le chef. C'est nous qui sommes ici. Mais vous faites quoi? Vous ne faites rien finalement. Quand il y a des gens qui ont des grands projets, c'est toujours moi je gagne combien? Toi tu fais ceci. Mais il faut reconnaître qu'il y a aussi des collaborateurs honnêtes autour du chef. Il y en a qui sont honnêtes et qui aussi subissent la loi de la mafia. Exactement. Ça veut dire que le mafieux ne veulent pas le voir prospérer. Voilà. On va mentir sur eux, on va les appeler de tout le nom d'oiseaux, on va faire tout ça parce que la mafia a besoin de prospérer et la mafia n'a pas besoin qu'il y ait de barrières, qu'il y ait d'obstacles. Et donc, nous prions pour notre chef. Et nous, on recommande que la sanction, que la justice devienne forte. Et même c'est pour ça, j'ai compris, c'est comme ça que le chef de l'État voulait avoir une justice qui soit forte. Quand la justice est forte, les hommes vont arrêter d'être forts. Ils vont arrêter d'être arrogants. Chacun répondra de ses actes. Mais quand la justice elle-même, la justice, ici je viens de vous parler de mon invalidation injuste à la Cour constitutionnelle. Quand la haute cour du pays est capable de faire ça, c'est là où tout ça, toutes ces tares ici prospèrent. Et donc moi je veux que si cette justice devient juste, forte, et qu'elle peut mettre la main partout, vraiment, on aura gagné un peu en honnêteté et le pays pourra quand même gagner quelque chose. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la politique elle-même qui empiète sur cette justice? Parce qu'apparemment, il y a plus de pression politique qui arrive des part et d'autre, au-delà de la mafia organisée. Il y a cette question aussi des pressions politiques qui finalement prennent aussi les dessus dans certains dossiers. Oui, justement, il y a la question politique prime. C'est même les primats, parce qu'actuellement, comme nous le disons, quiconque veut aller en dehors de cette vision de l'union sacrée peut immédiatement être martelé. Alors qu'en réalité, l'union sacrée aurait constitué une sorte de classe, où il y a des discussions avec des avis divers pour qu'on atteigne la vision du chef de l'État. Sincèrement, je marie l'idée de M. Donald Kabasele que si on arrivait à asseoir une justice qui soit capable, cette fois-là, honnêtement, justement, de traquer les coupables, et pas seulement les mettre en prison, surtout restituer. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un... Nous sommes dans un pays où quelqu'un peut avoir 500 millions de dollars pour son compte. Les projets sont jours, l'argent n'a pas été restitué. Qui a 100 dollars comme salaire. Vous voyez, en fait, même si on ne veut pas émettre une philosophie de déception, de désespoir, mais est-ce que ces gens qui ont 500 millions de dollars, comme ça ils prennent de la caisse de l'État, est-ce qu'ils mourront un jour? Mais malheureusement, ils vont mourir. Mais pourquoi ne pas soulager aussi la vie des concitoyens? Donc, arriver à ça, comme vous avez posé la question, connaître cet homme n'existait pas. Mais il y a quand même des gens qui se définissent, qui savent dire non, qui savent avoir une certaine vision, qui savent servir le peuple. Et quand ça ne marche pas, ils se retirent. Moi, je me rappelle en 2011. Là, je vais faire une comparaison. À un moment donné,
l'honorable Antipas Moussa ne marchait pas avec Kabila. Mais il a dit, j'ai démissionné. Les autres légions, il y a aussi Sama Lukonde qui a démissionné à l'époque en tant que ministre. Il y a même des gens qui sont intégrés comme ça, qui constatent que si ça ne marche pas, si ça ne marie pas ses convictions, ils démissionnent. On peut cultiver cette attitude de démission où carrément on impose la rigueur de la loi. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est une anecdote, hein, au Burkina Faso, on nous a dit qu'il y avait un monsieur qui avait volé et on l'avait flagellé jusqu'au point qu'il est allé au village et il est allé restituer tout ce qu'il a pu prendre. Mais pourquoi ne pas le faire ici chez nous? On peut quand même faire ça. Juste un dernier mot, clôture. Et juste un dernier mot, il y a d'ailleurs une illustration par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Le 9 décembre dernier, l'IGF a organisé une conférence internationale sur la lutte contre la corruption. Nous avons été invités, nous avons été là avec plusieurs pays, l'Angola, la Côte d'Ivoire et plusieurs pays. Mais on a assisté à l'expérience de l'Angola. En 2 ans, ils ont récupéré 10 milliards de dollars des biens mal acquis. Ils ont arrêté les détourneurs, ils ont confisqué tous les biens détournés. Au bout de 2 ans, ils ont confisqué des avions, des appartements, et la valeur de tout ce qu'ils avaient récupéré revenait à 10 milliards de dollars. Les images existent, les documents existent auprès de l'IGF. Nous avons été là, nous avons assisté à l'inspecteur général de l'IGF de l'Angola qui était là, qui nous a partagé cette expérience. Donc, si la justice ne deviendrait pas une justice équitable, nous n'allons pas assister à une transformation totale du pays. Et je compatis encore, s'il faut le dire comme ça, avec Maître Donald, qui a été victime de l'iniquité de la justice dans notre pays. Et aujourd'hui, il serait au perchoir pour, en tout cas, porter haute la voix. Malheureusement, il ne sait pas le faire à cause de l'iniquité de la justice dont on parle. Pourquoi? Parce que le pouvoir judiciaire a été inféodé par le pouvoir politique. La politique dicte l'action. Mais si tel est le cas, mais récupérons la situation en tant que politique. Les magistrats suprêmes, qu'ils dictent la loi. Voilà. Si c'est inféodé, mais oui, on suit la vision. En ce moment-là, on sanctionne ce qu'il faut sanctionner. Ouais. On récupère la situation. Quand même on parle de l'inféodation, c'est que ce n'est pas une bonne chose. Le pouvoir judiciaire est inféodé par le pouvoir politique. Mais ce serait une bonne chose parce que les magistrats suprêmes, c'est le président de la République. L'observateur du pouvoir judiciaire, c'est le ministre de la Justice. Et l'acteur du pouvoir judiciaire est nommé par le président de la République. Qui tous les présidents des cours ainsi que les procureurs généraux. Donc, ce qui veut dire que le chef de l'État a une lourde responsabilité pour redresser la justice. C'est lui le médecin de cette justice malade. C'est lui le médecin. Surtout parce qu'on parle de la justice malade. Comment voulez-vous que des responsables de la justice qui sont à Kinshasa donnent des ordres à des magistrats qui sont à plus de 3000 km de comment ils vont prendre une décision sans avoir lu le dossier, vraiment, sans en connaître ni les tenants ni les aboutissants, en menaçant même ces magistrats-là que si tu ne donnes pas la décision dans tel ou tel sens, eh ben tu ne seras plus là-bas. Ouais. Comment voulez-vous que la justice... On va t'envoyer à Bikoro ou à Katakokombe. Donc s'il n'y a pas cette moralisation-là de la vie publique, si ces gens n'arrêtent pas d'être malhonnêtes, s'ils doivent rester corrects, s'ils doivent laisser la loi seule les dicter, la loi seule les orienter, comme c'est dit dans la Constitution, tout à fait, le pays sera sauvé. Exactement. Monsieur Jean Mangou, grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant. Monsieur Donald Kabasele également, grand merci. Cadre au sein de l'UDPS, parti au pouvoir également. Monsieur Olivier Sambaï, enseignant à l'université. Voilà, il souffle le froid ici. Monsieur Olivier Sambaï, enseignant à l'université, mais également président du cercle axiologique. Grand merci à vous d'avoir été sur ce plateau également. Je crois que c'est certainement avec la pluie qui s'est abattue aussi ces problèmes d'embouteillage dans la ville que Madame Angèle, juriste, n'a pas pu arriver à temps ici sur ce plateau. C'est un réel plaisir de vous avoir également. On espère justement que le Congo ira mieux et que la justice va justement prendre le dessus pour régler tout ce qu'on peut dénoncer comme anti-valeur pour le bien-être des Congolais. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement, pourvu que Dieu nous prête vie.